J'échangerais volontiers ma femme contre cette fille ce point que si là-bas, a plaisanté mon mari d'un ton enjoué devant nos amis. Mais tout le monde s'est figé quand j'ai répondu. Le rire tonitruant de Derek Sterling a traversé le brouhaha ambiant du Grand Reserve Lounge comme un couteau dans la soie. Megan Vance regardait son mari se pencher plus près de Cassandra Monroe, sa main reposant nonchalamment sur le bas de son dos alors qu'il renversait la tête en arrière dans une joie exagérée. L'éclairage tamisé projetait des ombres sur leur visage, mais rien ne pouvait cacher la façon dont il la regardait. « Tu es absolument terrible », gloussa Derek, sa montre de créateur captant la faible lumière alors que sa main s'attardait sur l'élégante robe de Cassandra. « Je n'arrive pas à croire que tu viennes de dire ça à propos de cette proposition de King et Marshall. » Cassandra sourit, ses dents parfaitement alignées brillant. « Que veux-tu que je dise ? Je dis les choses comme je les vois. Contrairement à certaines personnes, je ne fais pas semblant que tout est rose juste pour maintenir la paix. » La pique était évidente. Megan sentit la tension familière dans sa poitrine, mais garda une expression neutre. Elle avait appris au fil des ans que réagir ne faisait que donner plus de munitions à Derek. Au lieu de cela, elle prit une lente gorgée de son Pinot Grigio et continua d'observer. « C'est ce que j'aime chez toi, » dit Derek, sa voix prenant ce ton rauque qu'il utilisait autrefois avec elle. « Tu dis ce que tu penses. Pas de filtre, pas de pincette. La vie est trop courte pour ça, » répondit Cassandra, ses yeux fixés sur le visage de Derek. Certaines femmes passent toute leur vie à jouer la sécurité, à ne jamais prendre ce qu'elles veulent vraiment. La prise de Megan se resserra imperceptiblement sur son verre de vin. La gestionnaire d'investissement en elle avait appris à lire les gens, à voir à travers leur façade et à comprendre leur véritable motivation. Cassandra Monroe n'était pas subtile quant à ses intentions. Derek non plus. En parlant de prendre ce que tu veux, dit Derek, sa voix portant juste assez fort pour que les tables voisines entendent. Je dois te demander quelque chose. Cassandra se pencha plus près, son parfum coûteux se mêlant à son eau de Cologne d'une manière écœurante et familière. Ouais. Derek jeta un coup d'œil à Megan avec un regard qui aurait pu être de la pitié ou du mépris. Puis il se retourna vers Cassandra, son sourire radieux et cruel. J'échangerais volontiers ma femme contre cette fille sexy, plaisanta-t-il en montrant Cassandra du doigt. Qui ne le ferait pas? Les mots restèrent suspendus dans l'air comme la fumée d'une flamme éteinte. Les conversations aux tables voisines semblèrent s'interrompre. Megan sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac, non pas par choc, mais par reconnaissance. C'était ça. La ligne qu'il préparait depuis des mois. Le sourire narquois de Cassandra s'élargit alors qu'elle jetait un coup d'œil à Megan avec une satisfaction non dissimulée. Eh bien, heureusement pour moi, certains hommes ne savent tout simplement pas comment garder ce qu'ils ont. Elle marqua une pause, laissant son regard dériver à nouveau vers le visage de Derek. Je ne pense pas qu'elle nous dérangerait de toute façon. Le silence s'étira pendant exactement 3 secondes. Puis le verre de vin de Megan fut posé avec un cliquetis sec et décidé sur la table. Tu n'as pas besoin de faire l'échange, Derek, dit-elle calmement, sa voix portant un avertissement que Derek n'avait jamais entendu auparavant. Je viens de le prendre. Profitez de votre soirée. Quelque chose dans le ton de Megan fit reculer Derek, son visage se tordant de confusion. Le courtier immobilier de luxe confiant qui se vantait de ses conquêtes parut soudain incertain. Cassandra se leva d'un bond, sa chaise raclant bruyamment le sol. Espèce de perdante jalouse et privilégiée. Si tu es malheureuse, la porte est juste là. Sa voix s'éleva, chaque mot attirant les regards de tous les coins du salon. Nous avions une conversation avec un ami, et tu l'as transformée en une démonstration de femme des cavernes. Megan le regarda. Le regarda vraiment. L'homme qu'elle avait épousé il y a 7 ans avait été charmant, oui, mais il y avait eu autre chose, du respect, peut-être une admiration sincère qui lui donnait envie de la mériter encore et encore. Cet homme qui lui criait dessus avec de la salive menaçant de voler était un étranger portant le visage de son mari. « Est-ce que tu m'écoutes au moins ?» hurla Derek. « Dis quelque chose. Défends-toi. » Mais Megan ne dit rien. Elle plongea la main dans sa pochette, en sortit 3 billets de $20 impeccables et les posa soigneusement sur la table à côté de son verre, assez pour couvrir leur boisson et le désordre. Toujours pratique, même maintenant. Derek fixait Megan avec le genre de fureur impuissante qui accompagne le fait d'être publiquement rejeté. Ce n'est pas fini, Megan. Megan faillit sourire. Non, ça ne l'est pas, elle se retourna et se dirigea vers la sortie, ses pas stables et mesurés. Derrière elle,
la voix de Derek devint plus hystérique. N'ose pas t'éloigner de moi, Megan. Megan. D'autres clients regardaient maintenant ouvertement. Quelqu'un avait sorti son téléphone, probablement en train d'enregistrer. Megan pouvait entendre les chuchotements commencer, le bourdonnement excité des gens qui venaient d'assister à un drame dont on parlerait pendant des semaines. Monsieur, s'il vous plaît, baissez la voix. Le directeur s'approcha, les mains levées pacifiquement. Nous ne voulons pas déranger. Je dérangerai qui je veux, lança Derek. Ma femme vient d'avoir une crise de folie. Megan s'arrêta à la porte et se retourna. Derek se tenait au milieu du salon comme un acteur sur une scène, tous les yeux rivés sur lui. Il avait toujours aimé avoir un public. La prise de conscience s'installa en elle avec une clarté parfaite. Il était exactement là où il voulait être. Cassandra était de nouveau sur ses pieds, essayant de sauver sa dignité en redressant sa robe et en passant une main dans ses cheveux soigneusement coiffés. Mais l'humiliation était claire, et tout le monde dans le salon avait vu le changement de dynamique. C'est insensé, marmonna Derek assez fort pour être entendu. Un comportement de psychopathe complet. Megan poussa la porte et sortit dans l'air frais de la nuit. L'air froid frappa son visage comme un réveil, vif et propre après l'atmosphère étouffante du salon. Elle pouvait encore entendre la voix de Derek à travers la vitre, mais les mots n'avaient plus d'importance. Pour la première fois depuis des années, Megan Vance sourit vraiment, en se dirigeant vers sa voiture. La maison fédéraliste de Georgetown, à Washington, semblait différente au retour de Megan. Pas vide. Derek ne serait pas à la maison avant des heures, voire pas du tout, mais d'une certaine manière, plus légère. Elle se déplaçait dans les pièces familières avec de nouveaux yeux, les voyant non pas comme un foyer, mais comme une scène où elle avait joué un rôle pendant trop longtemps. Elle alla dans le placard de la chambre et sortit le sac de voyage en cuir qu'ils avaient acheté pour leur lune de miel dans la Napa Valley, en Californie. Derek s'était plaint qu'il était trop utilitaire, pas assez élégant pour leurs hôtels. Maintenant, il semblait parfait. Megan fit ses bagages méthodiquement, des vêtements pour 2 semaines pliés avec une précision militaire, son ordinateur portable, des documents importants, la montre vintage que sa mère lui avait offerte pour son diplôme universitaire. Elle laissa les cadeaux de mariage, les photos, les débris accumulés de 7 ans à prétendre être quelqu'un qu'elle n'était pas. Le processus était presque méditatif. Chaque objet qu'elle choisissait de prendre ou de laisser derrière elle ressemblait à une petite décision sur qui elle était vraiment sous l'épouse accommodante qu'elle était devenue. Les robes de créateur coûteuses que Derek avait choisies, laissées suspendues. Les pantalons confortables et les blazers élégants qu'il avait qualifiés de trop corporate, emballés. Dans la salle de bain, elle ne prit que l'essentiel, sa brosse à dents électrique, l'eau de Cologne qu'elle portait avant de rencontrer Derek, celle qu'il avait remplacée par quelque chose de plus féminin. Elle se regarda dans le miroir et reconnut à peine la femme qui la regardait. Quand ses épaules étaient-elles devenues si droites? Quand cette expression déterminée était-elle apparue autour de ses yeux? Son téléphone vibra. Un SMS de Derek. Où es-tu? Elle le supprima sans répondre et alla dans son bureau à domicile. L'ordinateur s'anima, affichant le fond d'écran que Derek avait choisi, une œuvre d'art abstraite qui ressemblait à un mal de tête. Megan ouvrit son dossier sécurisé et commença à extraire des fichiers, relevés bancaires, portefeuilles d'investissement, documents commerciaux, des informations que Derek n'avait jamais montré d'intérêt à apprendre. C'était drôle d'une certaine manière. Il l'avait épousée en pensant qu'elle était sûre, prévisible, financièrement stable, mais pas assez ambitieuse pour lui faire de l'ombre. Ce qu'il n'avait jamais pris la peine de découvrir, c'était exactement à quel point son ennuyeux travail de gestionnaire de portefeuille d'investissement était devenu fructueux. Son téléphone vibra de nouveau. La mâchoire de Cassandra est peut-être cassée. Malade. Je suis aux urgences avec elle. Il faut qu'on parle. Megan fixa le message un long moment, puis rit. Rit vraiment en le supprimant. Il était aux urgences avec une autre femme et d'une manière ou d'une autre, c'était toujours de sa faute. L'audace était presque admirable. Elle ouvrit sa liste de contacts et fit défiler jusqu'à un nom qu'elle n'avait pas appelé depuis des mois. Léo Vance répondit à la 2e sonnerie. Megan, il est presque minuit. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va mal. Sa voix était plus stable qu'elle ne l'avait été depuis des années. En fait, tout va enfin bien. D'accord. La lassitude de son frère était clairement perceptible. Tu veux développer? J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi demain.
quelque chose d'important. Ça a l'air de mauvais augure. Meghan ouvrit un autre fichier sur son ordinateur, un qu'elle construisait depuis plus longtemps qu'elle ne voulait l'admettre. Images de sécurité, dossiers financiers, journaux de communication, la documentation minutieuse d'une personne qui avait appris à ne pas faire confiance. « Tu te souviens de ce que tu me disais à propos de Derek ?» demanda-t-elle. Léo resta silencieux un moment. Quelle partie? Il y en avait beaucoup. Qu'un jour il irait trop loin et que je devrais décider quel genre de femme j'étais vraiment. Meghan, qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Elle lui raconta, gardant sa voix égale et factuelle. Le salon, l'humiliation publique, la façon dont Derek s'était produit pour son public. Quand elle eut fini, Léo resta silencieux pendant près de 30 secondes. Bon sang, dit-il finalement. Est-ce que ça va? Je vais mieux que je ne l'ai été depuis des années. Elle minimisa les fichiers de l'ordinateur et s'adossa à sa chaise. Mais j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Une livraison. Quel genre de livraison? Meghan regarda une dernière fois le bureau, la photo de mariage sur son bureau où le sourire de Derek semblait radieux et le sien légèrement abasourdi. Les diplômes sur le mur qu'il n'avait jamais pris la peine de lire, la vie qu'elle avait construite pendant qu'il était occupé à la saper. Le genre qui change tout, dit-elle et commença à expliquer exactement ce qu'elle avait besoin que Léo, l'ancien officier de logistique de l'armée américaine, fasse. Léo arriva aux pentouses de Meghan dans le Chicago Loop à 8 heures le lendemain matin, portant 2 tasses de café et l'expression de quelqu'un qui avait passé la nuit à traiter des informations troublantes. Il trouva sa sœur dans sa cuisine, l'air plus alerte qu'elle n'en avait le droit après les événements de la soirée précédente. « Tu as une sale tête », mentit-il en s'installant sur l'un de ses tabourets de bar minimaliste. « Merci d'être venu. » Meghan accepta le café avec gratitude. « Je sais que c'est bizarre. » Bizarre ne commence même pas à le décrire. Léo étudia son visage, cherchant des signes de dépression nerveuse ou de crise de folie. Au lieu de cela, il vit quelque chose qui lui rappelait leur père. Une intensité calme qui signifiait des affaires sérieuses. Quand tu as appelé hier soir, j'ai pensé que tu avais peut-être finalement craqué. Peut-être que c'est le cas. Non. Léo secoua la tête. Craquer, ce serait l'insulter, le supplier de revenir ou te saouler jusqu'au coma. Ça. Il désigna l'appartement impeccable, le calme de sa sœur, la pile organisée de documents sur le comptoir. Ça, c'est de la planification. Meghan sourit, et pour la première fois depuis des années, cela atteignit ses yeux. Tu m'as toujours connu mieux que quiconque. C'est pourquoi je sais que tu es sur le point de me demander de faire quelque chose qui ferait se retourner maman dans sa tombe. En fait, je pense que maman approuverait. Meghan sortit une épaisse enveloppe en manie d'un tiroir. Elle n'a jamais aimé Derek. Maman était polie à propos de Derek. Maman l'appelait ce garçon qui pense qu'il joue dans une pièce où tout le monde a oublié son texte. Léo faillit s'étouffer avec son café. Elle n'a pas dit ça. Mot pour mot. Tu étais dans la cuisine en train de te disputer avec papa à propos de politique. Le souvenir frappa Léo avec une force surprenante. Leur mère avait toujours soutenu diplomatiquement le mariage de Meghan, mais il y avait eu des moments, de petits commentaires, des sourcils levés, la façon dont elle avait changé de sujet quand Derek dominait les conversations. « Qu'y a-t-il dans l'enveloppe » demanda Léo. Meghan la lui tendit. Tout ce dont il a besoin pour comprendre sa nouvelle situation. Léo l'ouvrit avec précaution et se retrouva à regarder des documents juridiques, des relevés financiers et ce qui semblait être une chronologie détaillée avec des photographies à l'appui. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il traitait l'information. « Meghan, depuis combien de temps tu prépares ça ?» 2 ans, peut-être 3. Elle s'assit en face de lui. J'espérais ne pas en avoir besoin. Les photographies étaient accablantes dans leur cruauté désinvolte. Derek flirtant avec des clients, des entrepreneurs, le livreur. Des captures d'écran de publications sur les réseaux sociaux qu'il avait ensuite supprimés. Des relevés bancaires montrant des achats que Meghan n'avait jamais remis en question. Des dîners coûteux auxquels elle n'avait pas assisté, des frais d'hôtel alors qu'il était censé rendre visite à des amis. Il ne sait rien de tes vrais actifs, dit Léo en lisant les documents financiers, le portefeuille d'investissement, les participations commerciales. Il sait que je suis à l'aise. Il ne sait pas que je suis riche. La voix de Meghan ne portait aucune fierté, juste une déclaration de fait.
Il a épousé une gestionnaire de portefeuille d'investissement sûr. Il n'a jamais pris la peine de demander quel genre de gestionnaire de portefeuille d'investissement. Léo regarda sa sœur cadette. La regarda vraiment, la femme timide et accommodante qui avait laissé son mari prendre toutes les décisions sociales, qui avait souri et hoché la tête pendant des années de rabaissement subtil et de renvoi public. Cette femme était partie. À sa place se trouvait quelqu'un qu'il reconnaissait de leur enfance, à l'époque où Meghan construisait des structures Lego élaborées et expliquait exactement comment chaque pièce servait la conception globale. « Que veux-tu que je fasse ?» demanda-t-il. « J'ai besoin que tu livres ça à la maison à exactement 9 h demain matin. » Derek sera en gueule de bois, probablement encore dans les vêtements de la veille. Il s'attendra à ce que je revienne en rampant avec des excuses. Et à la place. Meghan sortit son téléphone et lui montra un fichier vidéo. À la place, il va apprendre que sa femme sûre et ennuyeuse a été attentive tout ce temps. Léo regarda les premières secondes de la vidéo et sentit son estomac se nouer. C'était Meghan, mais pas la Meghan qu'il connaissait. Cette version était confiante, directe et complètement calme alors qu'elle commençait à exposer des faits qui détruiraient le monde confortable de Derek. « Tu le fais vraiment ?» dit-il. « Je le fais vraiment. »« Et tu es sûr ? Parce qu'une fois que ça commencera, il n'y aura pas de retour en arrière. » Meghan se leva et se dirigea vers la fenêtre donnant sur la ville. « 7 ans de mariage et Derek n'a jamais visité cet appartement que j'ai acheté comme investissement. Il n'a jamais posé de questions sur mon travail au-delà de savoir si mon chèque de paie serait encaissé. Il a construit sa vie sur des hypothèses sur qui j'étais et ce dont j'étais capable. » « Léo, dit-elle sans se retourner, tu te souviens de ce que papa disait à propos des échecs ? Que ce n'est pas une question des pièces que tu prends. C'est une question des coups que ton adversaire ne voit pas venir. » Exactement. Meghan lui fit face avec la même expression qu'elle avait à 12 ans en battant des adultes à des tournois d'échecs. « Derek a joué aux dames. Il est sur le point d'apprendre que j'ai joué aux échecs tout ce temps. » Derek Sterling sortit en titubant des urgences à 2h17 du matin. Ses mocassins coûteux cliquetaient de manière inégale sur le béton alors qu'il luttait pour maintenir son équilibre. 3 heures d'attente, de paperasse et les plaintes de plus en plus dramatiques de Cassandra à propos de sa main probablement contusionnée l'avaient laissé épuisé et irrité. « C'est juste une contusion », marmonna-t-il en fouillant dans ses poches pour trouver ses clés de voiture. Reine du drame. Cassandra était devenue insupportable une fois que les radiographies avaient confirmé l'absence de fracture, alternant entre des menaces d'action en justice contre Meghan et une fierté masculine blessée. La femme confiante qui avait flirté avec lui toute la soirée s'était transformée en une victime gémissante, et Derek se surprenait à regretter la femme qu'il avait publiquement humiliée quelques heures plus tôt. Au moins, Meghan avait de la classe, pensa-t-il, puis il repoussa immédiatement cette observation. C'était de sa faute. Tout. Son téléphone affichait 17 appels manqués et 43 SMS. Il les parcourut avec une annoyance croissante, des amis voulant des ragots, des collègues qui avaient entendu dire par la bande, sa mère lui demandant s'il gérait correctement son mariage, mais rien de Meghan. L'absence de contact aurait dû être préoccupante. En 7 ans de mariage, Meghan n'était jamais restée plus d'1 heure sans répondre à ses messages, mais Derek était trop ivre et trop fier pour interpréter correctement le silence. Il rentra chez lui lentement, répétant le discours qu'il lui ferait, comment sa jalousie et son instabilité émotionnelle l'avaient embarrassé, comment elle avait besoin d'une gestion de la colère et d'une thérapie de couple, comment il était la victime dans la situation, pas l'homme qui avait passé la soirée à se moquer d'elle en public. Au moment où il atteignit leur maison fédéraliste de Georgetown, Derek s'était convaincu que Meghan l'attendrait, probablement avec des fleurs et des excuses. Elle finissait toujours par revenir. C'est ce qui la rendait sûre, prévisible, indulgente, prête à aplanir tout conflit plutôt que de faire face à la confrontation. Il monta les marches du perron, chancelant, tâtonnant avec ses clés. La lumière du porche était allumée, mais le reste de la maison était sombre. Bien. Qu'elle dorme mal sur le canapé pendant qu'il prenait la chambre principale. Une petite punition lui ferait du bien. La porte d'entrée s'ouvrit sur le silence. Pas d'épouse anxieuse attendant dans le couloir. Pas d'explication défensive résonnant du salon. Juste l'horloge grand-père dans le hall qui égrenait les premières heures du matin. Meghan, appelait-il en laissant tomber sa veste sur la table d'entrée. Je sais que tu es réveillé. Aucune réponse. Derek monta les escaliers, s'agrippant à la rampe pour garder l'équilibre. La porte de leur chambre était fermée, mais aucune lumière ne filtrait par en dessous.
Il la poussa et trouva le lit vide, toujours fait du matin. La table de chevet de Meghan était débarrassée de ses objets habituels, chargeur de téléphone, lunettes de lecture, la biographie d'affaires qu'elle était en train de lire. Un doigt froid d'inquiétude lui parcourut l'échine. Il vérifia son placard et trouva des vides là où se trouvaient ses vêtements préférés. Ses articles de toilette manquaient dans la salle de bain. Le sac de voyage en cuir à propos duquel il s'était disputé était parti. Merde, murmura-t-il, puis plus fort. Merde. Il redescendit les escaliers en titubant, sa rage montant à chaque pas. Comment osait-elle s'enfuir comme une adolescente passive-agressive? Comment osait-elle le faire passer pour le méchant alors que c'était lui qui avait été publiquement ridiculisé? Dans la cuisine, il trouva une bouteille de whisky et se servit un verre généreux, sans se soucier qu'il était presque 3 heures du matin. Il l'appellerait, exigerait qu'elle rentre à la maison, lui ferait comprendre que le mariage signifiait résoudre les problèmes au lieu de s'enfuir comme une lâche. Son téléphone tomba directement sur la messagerie vocale. Il réessaya. Messagerie vocale. À la 4e tentative, il laissa un message. Meghan, c'est ridicule. Je ne sais pas à quel jeu tu penses jouer, mais ça s'arrête maintenant. Rentre à la maison pour qu'on puisse en discuter comme des adultes, et apporte des excuses pour le coup que tu as fait au salon. Il raccrocha et rappela immédiatement. Cette fois, il ne prit pas la peine d'être poli. Je ne vais pas te courir après dans toute la ville en suppliant ton pardon alors que c'est toi qui as perdu le contrôle. Tu m'as embarrassé. Tu t'es embarrassé. Le moins que tu puisses faire, c'est d'affronter les conséquences au lieu de te cacher où que tu sois. À 4 heures du matin, il avait laissé 8 messages vocaux de plus en plus hostiles et fini la moitié de la bouteille de whisky. La maison semblait trop calme, trop grande, trop vide. L'absence de Meghan avait créé un vide que sa colère ne pouvait combler. Il s'évanouit sur le canapé du salon, portant toujours ses vêtements du salon, du mascara étalé sur le visage, son alliance captant la lumière du petit matin qui filtrait par les fenêtres. Le son de la sonnette a traversé la torpeur alcoolisée de Derek comme une alarme incendie. Il s'est redressé sur le canapé, momentanément désorienté, la tête lui martelant et la bouche lui donnant l'impression d'avoir mâché du coton imbibé de regret. L'horloge numérique du décodeur indiquait 9h03. La sonnette a de nouveau retenti, suivi de coups insistants. J'arrive, croassa-t-il en se levant péniblement. Sa chemise de créateur de la veille était froissée au-delà de toute rédemption, et il ne pouvait qu'imaginer l'état de ses cheveux. Mais qui que ce soit à la porte pouvait attendre qu'il se rende présentable. Sauf qu'il ne pouvait pas, apparemment. Les coups ont continué, urgents et professionnels. Derek a titubé jusqu'à la porte d'entrée et a regardé à travers le judas. Un homme en costume impeccable se tenait sur le porche, tenant une grande enveloppe en manille et vérifiant son téléphone avec l'impatience de quelqu'un qui a un emploi du temps chargé. « Livraison pour Derek Sterling », a crié l'homme. « J'ai besoin d'une signature. Pouvez-vous revenir plus tard ?» La voix de Derek est sortie plus rauque qu'il ne l'avait prévu. « Ce n'est pas le bon moment. Monsieur, on m'a spécifiquement demandé de livrer ceci à 9 heures précises. C'est urgent. » Quelque chose dans le ton de l'homme a noué l'estomac de Derek. Il a ouvert la porte à moitié, essayant de cacher son apparence débraillée. Le livreur était jeune, professionnel et essayait clairement de ne pas fixer la gueule de bois évidente de Derek. Derek Sterling ? Oui. J'ai besoin de voir une pièce d'identité, s'il vous plaît. Pour une livraison ? Oui, monsieur. C'est une livraison de documents juridiques. Des instructions très spécifiques. Les mains de Derek tremblaient légèrement alors qu'il sortait son permis de conduire de son portefeuille. Le livreur l'a vérifié attentivement, a pris une note sur son presse-papier et a remis l'enveloppe ainsi qu'un tampon de signature électronique. Signez ici, s'il vous plaît. L'enveloppe était plus lourde que prévu, avec son nom imprimé en lettres majuscules sur le devant. En dessous de son nom, en plus petits caractères, personnel et confidentiel. À ouvrir immédiatement. Qui a envoyé ça ? A demandé Derek, mais le livreur retournait déjà à sa voiture. Derek a fermé la porte et a fixé l'enveloppe. Pas d'adresse de retour, pas de papier à en-tête d'un cabinet d'avocat, rien pour indiquer son origine, mais quelque chose dans son poids et sa formalité le rendait réticent à l'ouvrir. Il avait d'abord besoin de café, d'aspirine et peut-être d'une douche pour effacer les événements de la nuit précédente. Mais alors qu'il se dirigeait vers la cuisine, ses yeux revenaient sans cesse sur l'enveloppe sur la table d'entrée.
La cafetière a gargouillé, et Derek a aperçu son reflet sur la surface chromée. Il avait l'air d'un déchet, les cheveux emmêlés d'un côté, les vêtements tachés de whisky et de regrets. Ce n'était pas ainsi qu'il avait prévu de passer son samedi matin. Son téléphone a vibré avec un SMS et, pendant un instant, son cœur s'est soulevé, espérant que c'était Megan, enfin prête à s'excuser. Au lieu de cela, c'était de Cassandra. La main va mieux aujourd'hui. Je n'arrive toujours pas à croire que ta femme ait pété les plombs comme ça. Ça va? On va prendre un brunch pour parler de la suite. Derek a fixé le message, l'irritation remplaçant l'espoir. L'inquiétude de Cassandra semblait performative, comme si elle se positionnait déjà comme son amie de soutien au lendemain de ses problèmes de mariage. L'attention aurait dû être flatteuse, mais quelque chose semblait creux. Il a versé son café et est retourné dans le salon, l'enveloppe semblant grossir à chaque instant. Finalement, la curiosité a vaincu l'appréhension. Il a déchiré le seau et a vidé le contenu sur la table basse. Ce qu'il a trouvé a fait glisser sa tasse de café de ses doigts, se brisant contre le parquet dans une explosion de céramique et de caféine. La clé USB était petite, noire et d'apparence innocente alors qu'elle reposait parmi les papiers éparpillés sur la table basse de Derek, mais la note qui y était attachée fit trembler ses mains alors qu'il lisait « Derek, tout ce dont tu as besoin pour comprendre ta nouvelle réalité se trouve sur cette clé. Branche-la sur la télé. Regarde tout. On parlera après. » Le ton formel était déplacé. Megan n'écrivait pas comme ça. Froid, distant, clinique. Cela ressemblait à de la correspondance commerciale, pas à un message de sa femme de 7 ans. Avec des doigts tremblants, il a rassemblé les autres papiers, des documents financiers qu'il ne reconnaissait pas, des formulaires juridiques au langage trop complexe pour être traités dans son état de gueule de bois, et ce qui semblait être une chronologie avec des dates, des lieux et des photographies. Son estomac s'est noué alors qu'il se reconnaissait sur les images. Flirtant avec un client lors d'un dîner de clôture, se rapprochant trop d'une entrepreneur lors d'une rénovation de maison, riant avec Cassandra à la fête du bureau pendant que Megan attendait dans la voiture. Les photographies n'étaient ni envahissantes ni voyeuristes. C'étaient des preuves documentaires, soigneusement cataloguées et datées. Chacune le montrait dans des situations qui sembleraient innocentes individuellement, mais qui formaient un schéma accablant lorsqu'elles étaient vues ensemble. « Mais qu'est-ce que c'est que ça » murmura-t-il, mais sa voix manquait de conviction. Il se souvenait de chaque moment capturé sur les photos. À l'époque, cela lui avait semblé être un flirt inoffensif, de petites injections de confiance qui le faisaient se sentir désiré et attrayant. Maintenant, vue à travers un objectif extérieur, elle ressemblait à toute autre chose. Il a tâtonné avec la télécommande de la télévision, ses doigts maladroits d'anxiété et de restes d'alcool. La clé USB s'est glissée dans le port avec un léger clic qui a semblé de mauvais augure dans la maison silencieuse. L'écran est devenu noir un instant, puis a affiché un menu simple avec un seul fichier vidéo, Derek, lis-moi. Il a cliqué sur Play et a immédiatement vu le visage de Megan remplir l'écran. Mais ce n'était pas la Megan qu'il connaissait, l'épouse accommodante qui s'excusait pour tout et évitait la confrontation. Cette femme regardait directement la caméra avec des yeux stables et parlait d'une voix qu'il n'avait jamais entendue auparavant. « Bonjour, Derek. Si tu regardes ceci, cela signifie que tu as reçu les documents qui expliquent ta nouvelle situation. Je veux que tu comprennes que ce qui va suivre n'est pas une vengeance. C'est simplement la conséquence naturelle des choix que tu as faits. » La vidéo est passée à des images qu'il a reconnues de la nuit précédente. Le salon, vu sous un angle qui capturait tout, sa main sur le dos de Cassandra, ses regards dédaigneux envers Megan, le moment où il a dit qu'il échangerait volontiers sa femme contre la fille sexy. Mais il y avait plus d'images, d'autres nuits, d'autres situations où il l'avait humiliée en public pendant qu'elle souriait et ne disait rien. Depuis 3 ans, je documente ton comportement, a continué la voix de Megan par-dessus le montage. Non pas parce que je suis paranoïaque, mais parce que j'avais besoin de comprendre qui tu es vraiment par rapport à qui tu prétends être quand tu veux quelque chose de moi. La bouche de Derek s'est asséchée. 3 ans. Elle l'avait observé, enregistré, catalogué ses pires moments pendant 3 ans, alors qu'il supposait qu'elle était trop passive pour remarquer ou trop faible pour s'en soucier. Les images ont montré des scènes dont il ne se souvenait pas, Megan installant de petites caméras de sécurité, ajustant les angles, visionnant les images sur son ordinateur portable pendant qu'il dormait. La nature méthodique de tout cela était glaçante. « Je veux te montrer autre chose », a dit Derek, et Megan, et l'écran s'est rempli de documents financiers. « Voici mes actifs réels.
Les investissements dont tu n'as jamais posé de questions. Les entreprises que tu as qualifiées d'ennuyeuses. L'héritage que tu as supposé modeste. Des chiffres ont rempli l'écran, solde de compte, portefeuille d'actions, biens immobiliers. La gueule de bois de Derek a disparu instantanément alors qu'il traitait ce qu'il voyait. Les chiffres étaient stupéfiants, des multiples de ce qu'il avait supposé que Meghan valait. Tu as épousé une femme que tu pensais sûre et financièrement stable, mais pas ambitieuse. Ce que tu as réellement épousé, c'est quelqu'un qui a appris très tôt dans la vie que la meilleure façon de se protéger est de laisser les gens vous sous-estimer. La vidéo est revenue sur le visage de Meghan et, pour la première fois, elle a souri. Pas le sourire d'excuse et de maintien de la paix auquel il était habitué, mais quelque chose de vif et de satisfait. Maintenant, laisse-moi t'expliquer ce qui va arriver à ta vie confortable. Premièrement, l'image de Meghan a continué avec le même calme troublant. Discutons de Cassandra Monroe et de son avenir immédiat. L'écran est passé à ce qui semblait être des documents d'entreprise, des dossiers du personnel, des communications par email et des dossiers disciplinaires. Derek a reconnu l'entête de Sterling & Partners Realty, l'agence immobilière où lui et Cassandra travaillaient. Cassandra ne le sait pas encore, mais je détiens une participation majoritaire dans son entreprise. J'ai acquis les actions par l'intermédiaire d'un groupe d'investissement subsidiaire il y a environ 18 mois. Son contrat de travail comprend une clause de moralité très spécifique concernant une conduite qui pourrait attirer une attention négative sur l'entreprise. Des images vidéo du salon sont réapparues, montrant cette fois le comportement non professionnel de Cassandra, ses commentaires dédaigneux sur Meghan et le moment où elle a suggéré que Meghan ne les dérangerait pas de toute façon. L'audio était parfaitement clair. Ces images, ainsi que la documentation de son habitude de poursuivre des hommes mariés lors d'événements d'entreprise, constituent une violation claire de la section 12.3 de son contrat de travail. Ces documents de licenciement ont été déposés électroniquement à 8 heures ce matin. La sécurité a déjà vidé son bureau. La main de Derek s'est portée à sa bouche. Le travail de Cassandra, son salaire à 6 chiffres, son compte de dépenses d'entreprise, toute son identité professionnelle, disparu d'un simple clic. Il s'est souvenu de sa confiance arrogante, de ses robes coûteuses, de sa conviction qu'elle pouvait prendre tout ce qu'elle voulait. À l'heure actuelle, elle devait être assise dans son appartement, fixant une lettre de licenciement et essayant de comprendre comment sa vie avait implosé du jour au lendemain. Mais ce n'est que le début, a poursuivi Meghan. Parlons de ta situation, Derek. De nouveaux documents sont apparus à l'écran, leur compte bancaire joint, leur relevé de carte de crédit et, plus accablant encore, des reçus d'achat qu'il avait oublié d'avoir fait. Des dîners coûteux débités sur des cartes que Meghan remboursait, des séjours à l'hôtel en ville alors qu'il prétendait rendre visite à des amis, des virées shopping qui coïncidaient avec ses week-ends entre mecs. Je couvre tes mensonges depuis si longtemps que j'ai commencé à me demander si tu avais oublié que tu les racontais, a dit Meghan, son ton presque conversationnel. Les notes de restaurant des soirs où tu disais que tu travaillais tard. Les factures d'hôtel des week-ends où tu étais censé être avec des amis. Les schémas sont devenus assez clairs une fois que j'ai commencé à faire attention. Derek se sentit mal. Il avait été si prudent, si sûr que Meghan était trop confiante pour vérifier ses histoires. Mais voici la preuve qu'elle avait tranquillement vérifié chaque mensonge, documenté chaque tromperie, construisant un dossier comme l'enquêtrice financière qu'elle était réellement. Maintenant, à propos de nos actifs, a poursuivi Meghan, et l'écran s'est rempli de documents juridiques. Tu trouveras que le contrat de mariage que nous avons signé est assez complet. Je sais que tu ne l'as pas lu attentivement. Tu étais trop excité par le mariage pour te concentrer sur les détails juridiques, mais ton avocat de l'époque t'a assuré qu'il était standard et juste. Le contrat de mariage de Derek est apparu à l'écran, des sections surlignées montrant exactement à quoi il avait droit en cas de divorce. Le montant était incroyablement faible par rapport à ce qu'il savait maintenant que Meghan valait. Il l'avait signé il y a 7 ans sans poser de questions, confiant qu'il n'en aurait jamais besoin et que les actifs de Meghan étaient de toute façon modestes. Selon les termes de notre accord et compte tenu des preuves documentées de ton infidélité émotionnelle et de ta malhonnêteté, tu quitteras le mariage avec exactement ce que tu y as apporté, tes effets personnels, ta voiture et les $50 000 de ton compte d'épargne au moment de notre mariage. $50 000. Derek a fixé le chiffre avec horreur. Il s'était habitué à un style de vie qui coûtait plus que ça tous les quelques mois. La maison, les cartes de crédit, l'adhésion au country club, tout cela était lié aux revenus et aux actifs de Meghan. Je sais que c'est un choc, a dit Meghan à la vidéo, et son expression semblait presque sympathique.
Tu as construit ta vie en supposant que je serais toujours l'épouse indulgente, celle qui préférerait garder la paix plutôt que de faire des vagues. Et pendant longtemps, tu as eu raison. Mais les gens changent, Derek. Ils évoluent. Ils arrivent à des points où rester les mêmes devient plus douloureux que de tout changer. La vidéo s'est arrêtée sur le visage de Meghan, et Derek a réalisé qu'il regardait une étrangère. Cette femme calculatrice et stratégique n'avait rien à voir avec l'épouse qu'il pensait avoir épousée. Ou peut-être, la pensée était pire, c'était peut-être qui elle avait toujours été, et il n'avait tout simplement jamais pris la peine de faire attention. Son téléphone a vibré avec un SMS. Avec des doigts tremblants, il l'a vérifié, espérant contre tout espoir que tout cela n'était qu'une blague élaborée, que Meghan s'excuserait de lui avoir fait peur et qu'il pourrait arranger les choses. Au lieu de cela, le message provenait d'un numéro qu'il ne reconnaissait pas, Monsieur Sterling, c'est King & Marshall Litigation. Nous avons été retenus par votre femme pour gérer la procédure de divorce. Veuillez attendre notre appel lundi matin pour fixer votre déposition. Le téléphone a glissé de ses doigts engourdis alors que toute l'ampleur de sa situation s'est abattue sur lui. Meghan n'était pas seulement partie. Elle avait orchestré une démolition complète de sa vie avec la précision d'un ingénieur et la patience d'un maître d'échecs. Derek resta figé sur son canapé, fixant l'écran de télévision noir où le visage de Meghan s'était trouvé quelques instants auparavant. La clé USB contenait d'autres fichiers, il pouvait les voir dans le menu, mais il ne pouvait se résoudre à continuer à regarder. La première vidéo avait suffi à briser sa compréhension de la réalité. Son téléphone sonna, le faisant sursauter. L'identification de l'appelant affichait le nom de Cassandra, et malgré tout, il sentit une lueur d'espoir. Peut-être pourraient-ils trouver une solution ensemble. Derek, qu'est-ce qui se passe? Je viens de me faire virer. Ils ont dit que c'était lié à des violations de conduite et ont mentionné quelque chose à propos d'hommes mariés. Tu sais quelque chose à ce sujet? La voix de Derek se brisa. Meghan possède ton entreprise. Elle t'a fait virer. Silence. Comment ça, elle possède mon entreprise? Ta femme est une gestionnaire de portefeuille d'investissement. Une personne sans importance. Ce n'est pas une personne sans importance. Les mots semblaient étranges sortant de sa bouche. C'est. Je ne sais pas ce qu'elle est, mais elle n'est pas ce que je pensais. C'est insensé. Je vais appeler mon avocat. On ne peut pas simplement virer quelqu'un pour avoir parlé à un homme marié. Il y a des lois. Cassandra, interrompit Derek. Elle a des enregistrements vidéo de tout. Nous au salon. Toi disant que Meghan ne nous dérangerait pas. Moi disant que je les changerais volontiers contre toi. Tout est documenté. Cassandra se tut de nouveau. Quand elle parla, sa voix avait perdu son assurance. Combien d'enregistrements? Je ne sais pas. Des années, apparemment. Derek regarda la pile de photographies sur sa table basse. Elle m'observe depuis 3 ans, enregistrant tout. Bon sang, quel genre de malade. Le genre qui fait attention quand son mari l'humilie publiquement, dit Derek, surpris par ses propres mots. D'où cela venait-il? Tu la défends après ce qu'elle a fait à ma main. Derek se toucha la joue par réflexe. Ta main va bien, Cassandra. Elle était contusionnée, pas cassée. Ce n'est pas la question. Elle m'a menacé. Et tu flirtais avec son mari devant elle. Les mots continuaient de sortir, chaque mot dépouillant une autre couche de l'histoire qu'il s'était racontée. Nous le faisions tous les deux. Derek, de quel côté es-tu ici? La question resta en suspens. De quel côté était-il? Il y a 24 heures, la réponse aurait été automatique. Mais maintenant, assis dans son salon, entouré de preuves de la planification méthodique de sa femme, il n'était plus sûr d'avoir un côté. Je dois y aller, dit-il, et il raccrocha avant que Cassandra ne puisse répondre. La maison semblait incroyablement silencieuse. Dehors, il pouvait entendre les bruits normaux d'un samedi matin, des voisins tondant la pelouse, des enfants jouant, le monde continuant comme si sa vie ne venait pas d'imploser. Il regarda autour du salon, le voyant vraiment pour la première fois depuis des années. Chaque meuble avait été choisi par Meghan. Le canapé coûteux sur lequel il était assis, la table basse maintenant couverte de documents accablants, les œuvres d'art sur les murs, tout reflétait son goût, son argent, son influence silencieuse sur leur vie commune. Il avait vécu dans son monde en pensant qu'il créait leur monde. Son téléphone vibra avec un autre SMS.
Celui-ci de sa mère. J'ai entendu parler d'hier soir par la femme d'un collègue. Gères-tu correctement ton mariage? Appelle-moi. Gérer son mariage correctement, comme s'il y avait des règles qu'il n'avait pas suivies, des protocoles qu'il avait ignorés. Peut-être qu'il y en avait. Peut-être que le protocole était de ne pas humilier publiquement son conjoint, de ne pas flirter avec d'autres femmes en portant son alliance, de ne pas prendre sa gentillesse pour de la faiblesse et sa patience pour de la stupidité. Derek se dirigea vers la cuisine et fixa la tache de café sur le sol où il avait fait tomber sa tasse. La céramique brisée avait été balayée, mais la tache sombre restait, une marque permanente sur le parquet que Megan avait elle-même refait 2 étés auparavant. Il l'avait regardé travailler sur ses sols, passant son week-end à poncer et à teindre pendant qu'il allait à des tournois de golf et à des happy hours. Il s'était plaint de la poussière, de l'odeur, de l'inconvénient de ne pas pouvoir utiliser correctement la cuisine. Elle s'était excusée et avait travaillé plus vite, essayant de minimiser son inconfort. Quand était-il devenu le genre de personne qui se plaignait que sa femme améliorait leur maison? La sonnette retentit de nouveau et l'estomac de Derek se noua. Une autre livraison. Plus de preuves de son mariage en échec. Il vérifia le Judas et vit un homme en costume tenant un dossier d'aspect officiel. Derek Sterling, je suis ici pour vous signifier des documents juridiques. Ses mains tremblèrent alors qu'il signait les papiers du divorce. Le huissier était professionnel mais pas méchant, expliquant qu'il avait 30 jours pour répondre et lui suggérant de contacter un avocat dès que possible. Après son départ, Derek étala les papiers sur le comptoir de la cuisine. Le langage était formel et sans émotion, réduisant 7 ans de mariage à une série de divisions de biens et d'arrangements de garde. Il n'y avait pas d'enfants à se disputer, pas d'entreprise commune à diviser, pas de complications réelles au-delà de la disparité flagrante de leur situation financière. En lisant les documents, Derek réalisa à quel point il connaissait peu la vie de sa femme, des comptes d'investissement dont il n'avait jamais entendu parler, des partenariats commerciaux qui n'avaient jamais été mentionnés, des biens immobiliers à son nom qu'il ne se souvenait pas d'avoir signés. Un document attira son attention, une chronologie des changements importants dans la dynamique du mariage avec des dates, des descriptions et des preuves à l'appui. Cela se lisait comme une analyse médico-légale de la décadence de leur relation, commençant par de petits incidents qu'il avait oubliés et culminant avec la confrontation au salon. 15 mars, M. Sterling a publiquement rejeté les conseils de carrière de Madame Vance au gala de Kensington, déclarant « Ma femme pense que tout le monde devrait investir comme si on était en 1995 ». 3 juin, Monsieur Sterling a flirté de manière extensive avec l'entrepreneur qui rénovait leur cuisine en présence de Madame Vance, y compris des contacts physiques et des commentaires suggestifs sur ses mains habiles. 10 septembre, Monsieur Sterling a dit à des amis dans un restaurant, en présence de Madame Vance, qu'il s'était marié pour la stabilité, pas pour la passion, et qu'il s'occuperait lui-même de la partie passion. La liste continuait sur des pages. Chaque entrée était méticuleusement documentée avec des dépositions de témoins, des photographies ou des enregistrements audio. Derek lisait sur lui-même comme s'il lisait sur un étranger, un homme qui semblait déterminé à humilier et à saper sa femme à chaque occasion. Avait-il vraiment dit ces choses, fait ces choses? Les preuves suggéraient que oui, mais l'homme dans ses rapports ressemblait à une caricature, un méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Son téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. La porte est juste là. Lundi matin a frappé Derek comme une force physique. Il avait passé le week-end à alterner entre fureur et incrédulité, appelant des amis qui semblaient mystérieusement indisponibles et laissant des messages vocaux de plus en plus désespérés à des avocats qui promettaient de le rappeler bientôt. Le cabinet d'avocats de King & Marshall Litigation était d'un professionnalisme intimidant. Derek était assis dans la salle d'attente, serrant sa veste et essayant de projeter une confiance qu'il ne ressentait pas. Quand la réceptionniste a finalement appelé son nom, il a été conduit dans une salle de conférence où 3 avocats attendaient avec des piles de documents. Monsieur Sterling, a dit l'avocat principal, sans se soucier des politesses. Nous devons discuter de votre réponse au dépôt de divorce. Avez-vous retenu un avocat? J'y travaille. La voix de Derek semblait plus faible qu'il ne l'avait prévu. Je voulais d'abord comprendre à quoi j'avais affaire. Vous avez affaire à un cas de divorce très bien documenté, basé sur l'infidélité émotionnelle et la rupture du contrat de mariage. L'avocat a ouvert un épais dossier. Votre femme a fourni des preuves exhaustives à l'appui de ses affirmations. Ils ont examiné les preuves méthodiquement. Enregistrement vidéo, dossier financier, déposition de témoins de personnes que Derek avait considérées comme des amis.
Chaque pièce du puzzle dressait le portrait d'un mariage où une partie avait été systématiquement malhonnête tandis que l'autre avait tranquillement recueilli des preuves. « Quelles sont mes options ?» a demandé Derek quand ils ont eu terminé. Les avocats ont échangé des regards. « Franchement, monsieur Sterling, vos options sont limitées. Le contrat de mariage est en béton. Les preuves d'infidélité émotionnelle sont accablantes, et la déclaration financière de votre femme révèle des actifs qui ont été soigneusement protégés avant et pendant le mariage. Mais j'ai contribué au mariage. J'ai été un mari pendant 7 ans. Et vous recevrez ce que le contrat de mariage spécifie pour un mariage de cette durée dans ces circonstances. Ce n'est pas généreux, mais c'est légal. » Derek a quitté la réunion le cœur vide. 7 ans de sa vie réduits à un calcul juridique qui le laissait avec moins que le coût de sa voiture. Au travail, les chuchotements le suivaient partout. L'incident du salon était devenu un potin de bureau, embelli et exagéré à chaque récit. À l'heure du déjeuner, l'histoire avait évolué en un triangle amoureux dramatique avec lui comme le méchant et Meghan comme l'épouse lésée qui en avait finalement eu assez. « J'ai entendu dire que Cassandra s'était fait virer pour faute grave », a chuchoté sa collègue Jennifer pendant leur pause café. Quelque chose à propos d'un comportement inapproprié avec des clients mariés. Ce n'était pas une faute grave, a dit Derek automatiquement, puis il a réalisé à quel point il avait l'air sur la défensive. « Oh, chérie, je ne juge pas. On est tous passés par là. » La sympathie de Jennifer semblait condescendante. « Mais peut-être que la prochaine fois, garde ça plus privé. » Tout le salon a vu ce qui s'est passé. Privé. Comme si le problème était la nature publique de son humiliation plutôt que l'humiliation elle-même. Le téléphone de Derek a vibré avec une notification de réseau social. Quelqu'un l'avait identifié sur une photo et son estomac s'est noué en reconnaissant l'image. C'était de samedi soir. Lui et Cassandra dans un autre bar après les urgences, l'air intime et conspirateur. La légende disait, certains avancent vite. Les commentaires étaient brutaux. Amis et inconnus donnaient leur avis sur son mariage, ses choix, son caractère. Le récit avait déjà été écrit. Il était le mari infidèle qui avait chassé sa femme patiente. Mais en parcourant les réponses, un commentaire l'a fait s'arrêter net. C'était d'un compte anonyme. En fait, j'ai rencontré le nouvel ami de Meghan ce week-end. Il a l'air adorable, accompli, sincère et clairement épris. Tant mieux pour elle qu'elle ait tourné la page si vite. Nouvel ami. Les mains de Derek tremblaient alors qu'il cliquait sur le profil, cherchant plus d'informations. Leur publication, datant d'il y a seulement 2 heures, était une photo de Meghan et d'un homme magnifique dans ce qui semblait être un restaurant haut de gamme. Ils se tenaient la main par-dessus la table, tous deux souriant sincèrement l'un à l'autre. L'homme était tout ce que Derek n'était pas, habillé professionnellement, mais sans en faire trop, beau d'une manière discrète, regardant Meghan comme si elle était la personne la plus intéressante au monde. La légende disait, quand on rencontre quelqu'un qui voit immédiatement notre valeur. Certains savent reconnaître la qualité quand ils la trouvent. Derek a fixé la photo jusqu'à ce que ses yeux lui brûlent. Meghan avait l'air heureuse, sincèrement, radieusement heureuse d'une manière qu'il ne se souvenait pas de l'avoir vue depuis des années. Son sourire était celui dont il était tombé amoureux à l'université, avant de l'avoir systématiquement entraînée à être plus prudente, plus accommodante, plus apologétique. « Ça va ?» a demandé Jennifer en remarquant l'expression de Derek. « Bien », a menti Derek en fermant l'application et en fourrant son téléphone dans sa poche. Mais il n'allait pas bien. Pour la première fois depuis l'incident du salon, il commençait à comprendre que ce n'était pas une dispute temporaire qui passerait avec les bonnes excuses. C'était permanent, définitif, irréversible. Meghan avait tourné la page, complètement, efficacement et avec quelqu'un qui appréciait apparemment ce que Derek avait passé des années à prendre pour acquis. Le gala de charité devait être l'occasion pour Derek de montrer au monde qu'il gérait son divorce avec grâce et dignité. Il a acheté un nouveau smoking avec de l'argent qu'il ne pouvait pas se permettre, s'est fait coiffer professionnellement et a répété ses points de discussion sur la séparation consciente et le respect mutuel. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était de voir Meghan là-bas avec son nouveau petit ami. Ils sont entrés dans la salle de bal comme s'ils étaient faits l'un pour l'autre. Meghan dans une robe bleu marine parfaitement ajustée et l'homme, Tristan Hughes, portant un costume moderne et élégant qui coûtait probablement plus cher que le loyer de Derek. Ils se sont déplacés dans la foule avec une confiance facile, s'arrêtant pour discuter avec des gens qui semblaient sincèrement heureux de les voir. Derek a observé de l'autre côté de la pièce tandis que Meghan présentait son compagnon à des collègues et à des amis.
Son langage corporel était complètement différent. Protecteur, mais pas possessif, fier, mais pas ostentatoire. Elle ressemblait à une femme qui avait trouvé exactement ce qu'elle cherchait. C'est lui, a chuchoté quelqu'un à proximité. Le mari qui a trompé. J'ai entendu dire qu'elle entretenait plusieurs hommes. Pouvez-vous lui en vouloir d'avoir tourné la page? Son nouveau mec est magnifique. Et apparemment, c'est une sorte d'ingénieur de données senior dans une grande entreprise de technologie. Une mise à niveau totale. Les joues de Derek brûlaient alors qu'il réalisait que les chuchotements le concernaient, ou plutôt le bonheur évident de Meghan avec quelqu'un d'autre. Il était venu au gala dans l'espoir de sauver sa réputation, mais au lieu de cela, il regardait son remplaçant être accueilli dans des cercles sociaux qui lui étaient soudainement devenus froids. La vente aux enchères silencieuses battait son plein lorsque Derek a pris sa décision. Il avait bu 3 verres de champagne et juste assez de courage liquide pour se convaincre qu'une confrontation publique était une bonne idée. Il s'est approché de Meghan et de son petit ami à la table des enchères, le cœur battant, mais le menton haut. « Bonjour, Meghan. » Elle s'est retournée, et pendant un instant, il a vu la surprise vaciller sur son visage. Puis elle a été remplacée par l'expression polie et distante qu'elle pourrait donner à un étranger. « Derek, je ne m'attendais pas à te voir ici. C'est un événement caritatif. J'ai toujours soutenu les arts. » Il s'est tourné vers Tristan avec un sourire qui ressemblait à du verre brisé. « Et vous devez être le rebond. » Tristan n'a pas bronché. Au lieu de cela, il a tendu la main avec une chaleur sincère. « Je suis Tristan Hugues. Vous devez être Derek. Meghan m'a beaucoup parlé de vous. » La gentillesse dans la voix de Tristan était pire que l'hostilité ne l'aurait été. Derek lui a serré la main, automatiquement décontenancé par l'absence de méchanceté ou de défensive. « Vraiment? Je suis sûr qu'elle a plein d'histoires. »« Seulement des bonnes, » a dit Tristan, et il semblait le penser. « Elle parle très affectueusement de vos premières années ensemble. Amoureux de fac, n'est-ce pas? Ça a dû être une époque magique. » Derek a senti son discours préparé s'effondrer. Il s'était attendu à de la jalousie, de la compétition, un signe que cette nouvelle relation était construite sur son échec. Au lieu de cela, Tristan semblait sincèrement sympathique, comme si Derek était un ami cher du passé de Meghan plutôt qu'un ennemi à vaincre. « Magique, » a répété faiblement Derek. « Oui, je suppose que ça l'était. » Meghan observait cet échange avec l'intérêt détaché de quelqu'un qui observe des étrangers. Quand Derek l'a regardé directement, cherchant une lueur de leur histoire commune, il n'a rien trouvé de familier dans ses yeux. « Eh bien, » a dit Tristan doucement, « nous devrions vous laisser profiter de votre soirée. Les articles de la vente aux enchères ont l'air merveilleux cette année. »« En fait, » a dit Derek, sa voix s'élevant légèrement. « J'aimerais parler à ma femme en privé. »« Ex-mari » a corrigé doucement Meghan. « Les papiers ont été finalisés hier. » Les mots ont frappé Derek comme une gifle. « Quoi? Tu n'as pas répondu au dépôt dans le délai requis. Un jugement par défaut a été rendu. Nous sommes divorcés, Derek. » Les gens à proximité commençaient à regarder. Derek a senti le sol se dérober sous ses pieds alors qu'il réalisait que pendant qu'il espérait une réconciliation, Meghan avait efficacement fermé la porte à leur mariage. « Tu ne peux pas juste. J'avais besoin de plus de temps pour trouver un avocat, pour comprendre. Tu avais 30 jours. » La voix de Meghan est restée calme, professionnelle. « Le même temps que tu as passé à poster des photos avec Cassandra et à dire à quiconque voulait l'entendre que j'étais contrôlante et jalouse. » Le visage de Derek a rougi. Il avait fait exactement cela, transformant l'incident du salon en une histoire où il était la victime d'une épouse instable. Maintenant, ces mêmes mensonges l'empêchaient de prétendre qu'il voulait sauver le mariage. « Mesdames et messieurs » a coupé la voix du commissaire-priseur à travers la conversation ambiante. Nous avons un ajout spécial de dernière minute à la vente aux enchères de ce soir. Derek s'est tourné vers la scène, reconnaissant de toute distraction de cette conversation désastreuse. Mademoiselle Meghan Vance a généreusement offert d'égaler l'enchère la plus élevée sur n'importe quel article ce soir, le don total étant fait en l'honneur de son ex-mari, Derek Sterling, et de son soutien passionné aux arts. La salle de bal a éclaté en applaudissements. La bouche de Derek est tombée alors qu'il réalisait ce que Meghan avait fait. Chaque article sur lequel il enchérissait, chaque cause qu'il essayait de soutenir serait doublé par son argent et crédité à son nom. Il aurait l'air soit d'un philanthrope généreux dépensant son argent, soit d'un ex-mari amer incapable de faire ses propres contributions.
Quelle attention, a murmuré Tristan, et Derek ne pouvait dire s'il était sarcastique ou sincère. Meghan s'est penchée plus près de Derek, sa voix assez basse pour que lui seul puisse l'entendre. Je t'avais dit que ce n'était que l'actin. Puis elle a pris le bras de Tristan et s'est éloignée, laissant Derek seul au milieu de la salle de bal alors que les gens commençaient à l'approcher pour discuter du don généreux fait en son nom. 3 mois plus tard, Derek était assis dans son loft compact, entouré de boîtes qu'il n'avait toujours pas déballées. L'espace était bien loin de la maison fédéraliste de Georgetown qu'il avait partagée avec Meghan, exigu, bruyant, avec un radiateur qui claquait toute la nuit et des voisins qui semblaient aimer tester leur système de son à des heures inappropriées. Le règlement du divorce avait été exactement ce que le contrat de mariage spécifiait, 50 000 $, ses effets personnels et sa voiture. Pas de pension alimentaire, pas de droit sur les actifs de Meghan, pas de soutien financier continu. Les avocats l'avaient expliqué avec l'efficacité froide d'un grand livre comptable. C'est ce que vous avez signé. C'est ce que vous obtenez. Son cercle social s'était évaporé avec une rapidité surprenante. Les amis qui semblaient le soutenir au début s'étaient lassés de son amertume et de ses plaintes. Le récit s'était solidifié autour de lui comme l'homme qui avait gâché un bon mariage pour une attention momentanée, et la sympathie était rare. Cassandra avait complètement disparu après avoir perdu son emploi. Son profil LinkedIn montrait qu'elle avait déménagé à Tampa, en Floride, et avait pris un poste dans une plus petite entreprise avec un salaire considérablement réduit. Elle l'avait bloqué sur toutes les plateformes de médias sociaux après qu'il eut fait l'erreur de la contacter lors d'une soirée particulièrement solitaire. L'ironie ne lui a pas échappé. Il avait détruit son mariage, poursuivant la validation de femmes qui disparaissaient dès que la situation devenait gênante. Le téléphone de Derek a vibré avec une notification d'Instagram. Malgré son bon jugement, il suivait toujours Tristan Hughes, attiré par des aperçus de la vie qui auraient pu être la sienne s'il avait fait des choix différents. Le dernier message montrait Meghan et Tristan dans ce qui semblait être une retraite d'entreprise. Ils faisaient de la randonnée ensemble, tous deux souriants et boueux, l'air d'avoir juste terminé un sentier difficile. La légende disait, quand ton partenaire te pousse à être la meilleure version de toi-même. Reconnaissant pour les aventures avec cette femme incroyable. Les commentaires étaient remplis d'émojis en forme de cœur et de félicitations. Derek les a parcourus masochistement, lisant les louanges sur la gentillesse de Meghan, les réalisations de Tristan, leur bonheur évident ensemble. Un commentaire l'a fait s'arrêter. Vous deux êtes la preuve que les bonnes personnes finissent par se trouver. Meghan mérite quelqu'un qui voit sa valeur. L'implication était claire. Derek était quelqu'un qui ne voyait pas sa valeur. Et en y repensant, honnêtement, cette évaluation était probablement exacte. Il a fermé l'application et s'est dirigé vers sa petite cuisine où une seule photo était posée sur le comptoir. C'était de leur lune de miel dans la Napa Valley. Tous les deux riant d'une blague oubliée depuis longtemps, jeunes, optimistes et sincèrement heureux. Le bras de Meghan était autour de sa taille, son expression pleine d'amour et de possibilités. Quand avait-il cessé de voir cette femme? Quand sa gentillesse était-elle devenue de la faiblesse à ses yeux, sa patience de la passivité? Son amour quelque chose à prendre pour acquis plutôt qu'à chérir. La photo avait survécu au divorce parce qu'elle se trouvait dans sa boîte à bijoux personnelle, quelque chose que l'inventaire méticuleux de Meghan avait manqué. Il l'avait gardée non pas par espoir de réconciliation, mais comme preuve qu'ils avaient un jour été sincèrement heureux ensemble. Derek a pris la photo et a étudié son jeune moi. Cet homme était excité à l'idée de construire une vie avec Meghan, avait vu sa nature stable comme une fondation plutôt qu'une limitation. Quelque part en chemin, il s'était convaincu que la stabilité était ennuyeuse et qu'il méritait plus d'excitation, plus d'attention, plus de tout. La prise de conscience est venue avec une clarté douloureuse. Il n'avait pas perdu Meghan parce qu'elle avait changé. Il l'avait perdue parce que lui, il avait changé. Son téléphone a sonné, le sortant de sa réflexion. L'identification de l'appelant affichait le numéro de sa mère. « Comment t'installes-tu, chérie ?» a demandé sa mère, sa voix soigneusement neutre. « Bien. C'est un ajustement, mais je gère. Ton père et moi parlions, et nous pensons qu'il est peut-être temps que tu réfléchisses à ce que tu veux faire ensuite. Pas seulement en ce qui concerne le logement, mais avec ta vie. » Derek a failli rire. Ce qu'il voulait faire ensuite, c'était remonter le temps et faire des choix différents. Il voulait être l'homme qui avait apprécié ce qu'il avait au lieu de chercher constamment ce qui lui manquait. « J'y travaille », a-t-il dit à la place. « Bien. Tu sais, chérie, parfois la vie nous donne exactement ce dont nous avons besoin,
même si ce n'est pas ce que nous pensions vouloir. Après avoir raccroché, Derek est resté assis dans l'obscurité croissante de son petit appartement et a réfléchi aux paroles de sa mère. C'était peut-être ce dont il avait besoin. Le démantèlement complet d'une vie construite sur le fait de prendre les bonnes choses pour acquises. Peut-être que repartir de zéro était le seul moyen d'apprendre ce qui comptait vraiment. Par sa fenêtre, il pouvait voir des couples se promener ensemble dans la lumière du soir, se tenant la main et parlant doucement. Un jour, lui et Megan avaient été l'un de ces couples. Ils se promenaient dans leur quartier les soirs d'été, faisant des projets, partageant des rêves et croyant qu'ils avaient tout le temps du monde. Derek a posé la photo de la lune de miel face contre le comptoir et a commencé à déballer les boîtes qu'il avait évitées. Il était temps de construire une nouvelle vie, une où il pourrait éventuellement devenir quelqu'un digne du genre d'amour qu'il avait inconsidérément rejeté. À 6 pâtés de maison de là, Megan et Tristan préparaient le dîner ensemble dans son pantouse du Chicago Lop, riant de quelque chose qui s'était passé au travail. Le son de leur bonheur flottait par les fenêtres ouvertes dans la nuit, un rappel que la vie continuait, que l'amour perdurait et que certaines femmes étaient assez sages pour reconnaître un trésor quand elles le trouvaient. Derek avait appris cette leçon trop tard, mais il l'avait apprise complètement. Et peut-être qu'un jour, cette connaissance suffirait à construire quelque chose de mieux à partir des ruines de ce qu'il avait détruit. En pliant ses vêtements dans la petite commode, il s'est retrouvé à penser non pas à ce qu'il avait perdu, mais à quel genre de personne il voulait devenir. L'homme qui avait humilié sa femme en public était parti, enterré sous le poids de conséquences qu'il n'avait jamais imaginées. À sa place se trouvait quelqu'un de plus petit, de plus silencieux et infiniment plus conscient de la rapidité avec laquelle tout pouvait changer quand on cessait de prêter attention à ce qui comptait. Cela devrait suffire. En pliant ses vêtements dans la petite commode, il s'est retrouvé à penser non pas à ce qu'il avait perdu, mais à quel genre de personne il voulait devenir. L'homme qui avait humilié sa femme en public était parti, enterré sous le poids de conséquences qu'il n'avait jamais imaginées. À sa place se trouvait quelqu'un de plus petit, de plus silencieux et infiniment plus conscient de la rapidité avec laquelle tout pouvait changer quand on cessait de prêter attention à ce qui comptait. Cela devrait suffire. État émotionnel actuel, désespoir silencieux et prise de conscience naissante. Derek n'était plus alimenté par la colère ou le déni. Il faisait face à la sombre réalité de sa ruine auto-infligée, aux prises avec la véritable ampleur de l'intelligence de sa femme et sa propre superficialité. Cette prise de conscience était à la fois douloureuse et la seule bouée de sauvetage qui lui restait. La prise de conscience s'est installée profondément, une masse lourde et inerte dans sa poitrine. Cela devrait suffire, car il n'y avait rien d'autre. Le téléphone sur sa table de chevet improvisée a vibré, un rappel de sa mère concernant un rendez-vous chez le médecin qu'elle lui avait pris, un contrôle déguisé en inquiétude mais clairement destiné à évaluer s'il sombrait dans une dépression nerveuse. Il a supprimé le rappel, la pression familière et suffocante des attentes de sa famille éclipsant momentanément la honte de son divorce. Le conflit qui a immédiatement dominé sa nouvelle vie n'était pas Megan, mais le jugement implacable et tacite de ses parents. Son père, un homme d'affaires autodidacte de premier plan dans la région de Washington, n'avait pas appelé. Ce silence était plus fort que n'importe quelle confrontation. Il parlait d'une profonde déception, d'une rupture purement financière et sociale. Sa mère, cependant, était un siège émotionnel persistant. Elle est arrivée à l'improviste 2 jours plus tard, apportant une cocotte qu'il ne mangerait pas et un barrage de critiques à peine voilées qu'il ne pouvait éviter. Derek, chérie, ce loft, c'est si minimaliste. Es-tu sûr de ne pas devoir rester dans un hôtel? Peut-être le Mayflower, juste le temps de te remettre sur pied. Elle a inspecté la cuisine exiguë avec une grimace, puis a tourné son attention vers lui, ses yeux cherchant le fils beau et réussi dont elle se souvenait. Je vais bien, maman, a-t-il répondu en s'appuyant contre le comptoir, gardant consciemment sa posture droite, luttant contre l'envie de s'avachir. Je travaille. Je recommence à zéro. Recommencer à zéro est louable, mais le faire avec dignité est primordial, a-t-elle insisté en posant la cocotte avec un soin exagéré. J'ai parlé à un ami de ton père, le directeur d'une agence immobilière de luxe à Alexandrie. Il pourrait avoir un poste très junior. Bien sûr, il veut savoir pourquoi tu as quitté Sterling & Partners si soudainement. Je lui ai dit que c'était une décision mutuelle après l'incident, mais il n'arrête pas de poser des questions sur Megan. La mention de Megan, même par proximité, a été un choc. Dis-lui la vérité, maman. Dis-lui qu'elle a divorcé de moi. Dis-lui que j'ai merdé. Sa mère a reculé comme si elle avait été frappée. Nous n'utilisons pas ce langage, Derek.
Nous utilisons des termes. Nous disons que c'était une incompatibilité malheureuse. Nous ne mentionnons certainement pas tes petites aventures. Et nous ne discutons absolument pas des finances. Cela nous fait mauvaise presse. C'était le cœur de sa lutte de toute une vie, la pression de maintenir une façade de perfection où l'image primait sur l'intégrité. Il a soudain vu le silence de son père non pas comme une simple déception, mais comme un jugement sur son échec à maintenir le mensonge. Sa carrière dans l'immobilier de luxe, sa poursuite incessante du statut, sa confiance cruelle. Tout cela avait été pour gagner l'approbation de son père et de sa mère. Peu importe ce que tu leur dis, a dit Derek, la voix plate. Meghan a envoyé un jugement par défaut. Le divorce est public. Tout comme le contrat de mariage. Les gens savent que je suis parti avec 50 000 $ d'un mariage avec une gestionnaire d'investissement anonyme qui s'est avérée être un titan discret. Sa mère a baissé la voix, conspiratrice et venimeuse. Et cela m'amène au vrai problème. Qui est cette femme? Celle avec l'ingénieur, Tristan Hughes. Ton père a fait une vérification de ses antécédents. C'était le conflit central, l'enquête intrusive et craintive sur le véritable pouvoir de Meghan. Il n'est personne, maman. Juste un gars qu'elle a rencontré. Non, chérie, ce n'est pas le cas. C'est un acteur clé dans une grande entreprise de technologie. Et le groupe d'investissement de Meghan, celui qui possédait la participation majoritaire dans ton ancienne entreprise, ce n'était pas juste une acquisition à l'aveugle. Ton père a découvert que le fonds de Meghan est lié à plusieurs startups de technologie de défense. De vrais contrats du gouvernement américain. Des trucs du budget noir. Au niveau de Washington. Le genre d'argent qui fait passer l'entreprise de ton père pour un stand de limonade. Derek la fixa, le sang se retirant de son visage. Toutes les photos, les documents, la vengeance froide et clinique. Ce n'était pas seulement personnel. C'était la manœuvre calculée de quelqu'un opérant à une échelle complètement différente. Meghan n'était pas seulement une investisseuse à succès. Elle évoluait dans des cercles d'influence et de pouvoir dont il n'avait même pas soupçonné l'existence. La prise de conscience était physiquement stupéfiante. Le coup de poing qu'il avait voulu donner au petit ami suffisant de Meghan semblait maintenant totalement ridicule. L'attaque d'un enfant contre un géant. Elle a joué à un jeu dont je ne connaissais pas les règles, murmura-t-il, un rire creux lui échappant. Tu dois découvrir ce qu'elle veut ensuite, a insisté sa mère, son visage gravé d'une peur sincère pour la position sociale de leur famille. A-t-elle l'intention d'utiliser ces informations, la documentation de tes infidélités, pour nuire aux relations politiques de ton père? Nous devons contrôler le récit, Derek. C'était son point de mire émotionnel et psychologique, la terreur profonde que la vengeance de Meghan n'était pas terminée, et le soupçon horrible que sa véritable cible pourrait être le fondement même de sa vie privilégiée, la réputation et les relations de sa famille. Sa valeur fondamentale perçue, l'argent et le statut, se révélaient maintenant être un fragile bouclier de papier contre la force tranquille de Meghan. Après le départ de sa mère, le silence dans le petit loft était assourdissant. Derek se dirigea vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville bondée. Il devait savoir. Non pas pour ses parents, mais pour sa propre compréhension. Il avait besoin de regarder le monstre dans les yeux, non pas avec méchanceté, mais avec une admiration sincère et sans phare. Il a sorti son ordinateur portable et a navigué vers un coin sombre et sécurisé d'Internet. Un contact qu'il n'avait pas utilisé depuis ses années d'université, un analyste de renseignements numériques indépendant spécialisé dans la récupération de données approfondies, souvent utilisé par son ancienne entreprise pour des recherches discrètes sur les clients. Il a tapé un message dépouillé de toute émotion et de toute bravade, n'utilisant que les faits. Objet, enquête sur EV. J'ai besoin d'une analyse complète et officieuse du portefeuille et des avoirs actuels de Meghan Vance, axée spécifiquement sur les sous-contrats de logistique de défense et son lien avec Tristan Hughes. Il a appuyé sur envoyer. Le prix qu'il a payé anéantirait près d'un quart de ses économies restantes. Mais la valeur de l'information, la vérité, était inestimable. Il a passé le reste de la soirée à organiser le reste de sa vie, mettre à jour son CV, postuler pour des licences immobilières de base dans un autre État, n'importe où sauf à Washington. Il était déterminé à suivre la voie de l'autosuffisance. Alors qu'il était sur le point d'éteindre les lumières, son téléphone a sonné. C'était un email de l'analyste numérique. Une seule réponse énigmatique qui a servi de parfait suspense de la part de l'analyste. Objet, enquête sur EV. Paiement reçu.
Accès aux données en cours. Vérification initiale rapide, le frère de la cible, Léo Vance, n'était pas seulement dans la logistique de l'armée américaine. Il a été récemment libéré de l'Agence de logistique de la défense, DLA. Les activités d'investissement actuelles de votre ex-femme suggèrent qu'elle pourrait préparer une offre sur un actif fédéral de grande valeur dans la région de la Nouvelle-Angleterre. L'actif, l'ancienne installation du chantier naval de Portsmouth. Derek s'adossa au mur, le souffle lui manquant. Le divorce n'était pas la fin du jeu. C'était une dévastation. Meghan avait fait le ménage, s'était débarrassée du poids mort, et se préparait maintenant à une acquisition d'une ampleur vraiment stupéfiante, la plaçant fermement dans le domaine de l'infrastructure nationale et de la défense. Et la pensée le frappa avec une clarté glaçante. Au moment même où elle a choisi de l'humilier publiquement au salon, elle devait être à quelques heures d'exécuter l'affaire de sa vie. L'échange dont il avait plaisanté concernait moins une femme qu'un sacrifice stratégique. Il a regardé son petit loft, ses maigres économies, sa réputation ruinée. Il n'avait pas joué aux dames. Il n'avait même pas été un pion. Il avait simplement été un meuble que Meghan avait efficacement déplacé avant que la vraie construction ne commence. Un léger sourire a touché ses lèvres, non plus amer, mais né d'un respect étrange et terrifiant. Il a regardé le CV qu'il avait mis à jour, maintenant prêt à être envoyé. Il savait quel genre d'homme il voulait devenir. Un homme qui a finalement appris à faire attention. Il n'avait plus rien à perdre. Mais maintenant, enfin, il connaissait le champ de bataille.